Valérie Thompson n'avait jamais cru au présage. À 35 ans, elle avait un diplôme en économie, un fils de 14 ans nommé Chris et un poste de direction dans une grande chaîne de magasins. Elle avait l'habitude de s'appuyer sur les faits, les chiffres et la logique. C'est pourquoi, alors qu'elle sortait de l'épicerie cet après-midi-là avec 2 sacs pleins d'articles pour le dîner, la dernière chose à laquelle elle s'attendait était une rencontre avec l'inexplicable. L'air de septembre était chaud et agréable. Le soleil penchait déjà vers l'horizon, teignant le ciel d'une teinte ambrée. Valérie était pressée, Chris serait de retour de l'entraînement dans une demi-heure, et elle devait préparer quelque chose de substantiel. À 14 ans, le garçon mangeait comme 3 personnes, surtout après le football. Elle paya à la caisse, remit la carte dans son portefeuille et se dirigea vers la sortie. Les sacs étaient lourds dans ses mains, des pommes de terre, du bœuf haché pour des burgers, de la salade. Aux portes automatiques, Valérie essaya de mieux saisir les courses et entendit le tintement caractéristique du métal sur le sol en carrelage. En se retournant, elle vit son porte-clés par terre. Il était manifestement tombé de la poche de sa veste alors qu'elle ajustait les sacs. « Attendez » résonna une voix de femme, basse et rauque. Une femme portant une jupe florale aux couleurs vives et une veste en cuir usé se penchait déjà pour ramasser les clés. Elle avait un look bohème. Valérie se tendit involontairement. Il y en avait beaucoup comme elle en ville, et les rencontres se terminaient généralement par des demandes persistantes de lecture des lignes de la main ou de la mendicité. La femme ramassa les clés et marcha vers Valérie. Elle avait probablement une trentaine d'années, un visage bronzé, des traits marqués, des cheveux foncés attachés en une queue de cheval ébouriffée, et des yeux noirs, vifs et observateurs. Plusieurs chaînes en or pendaient à son cou, et ses mains étaient ornées de multiples bagues. « Tenez, vous avez fait tomber ça » dit-elle en lui tendant le porte-clés. Valérie se préparait déjà au typique « Laisse-moi lire ton avenir, ma chérie ». Mais la femme se figea soudainement, fixant les clés dans sa paume. Son visage changea comme si elle avait vu quelque chose de choquant. Ses doigts se refermèrent sur le métal, ses sourcils se froncèrent et ses lèvres se serrèrent. « Écoutez-moi très attentivement » sa voix devint basse et sérieuse. « Ne rentrez pas chez vous ce soir, et demain matin, vous devez passer au bureau de votre mari. C'est important. » Valérie était déconcertée. Puis elle sourit. « Bien sûr. » Le tour classique, effrayé, intrigué, puis demander de l'argent pour lever une malédiction ou n'importe quoi d'autre qu'ils inventent. « Merci pour les clés » elle prit le porte-clés de la paume chaude de la femme. « Mais je ne suis pas intéressée par la bonne aventure. Je ne vous prédis pas l'avenir. » La femme la regarda étrangement. Il y avait quelque chose qui ressemblait à de la pitié dans son regard. « Croyez-moi, c'est tout, dit-elle. Je connais ces choses-là. Croyez-moi. » Valérie secoua la tête, sortant un billet de $10 de son portefeuille. Après tout, la femme avait ramassé ses clés, et cela méritait un merci. Bien que toute cette mise en scène avec un visage mystérieux et un avertissement mystique semblât peu convaincante, refuser de donner une petite récompense serait cruel. « Tenez, passez une bonne soirée. » La femme prit l'argent mécaniquement, ne quittant jamais des yeux le visage de Valérie. Une déception passa dans son regard, elle avait clairement attendu plus. « Vous ne me croyez pas, mais souvenez-vous, demain matin, allez au bureau de votre mari. Vous verrez par vous-même, et alors vous vous souviendrez de mes paroles. » Valérie hocha la tête, ne voulant pas poursuivre cette étrange conversation, et se dirigea vers sa voiture. En s'installant derrière le volant, elle jeta un coup d'œil dans le miroir. La femme se tenait près de l'entrée de l'épicerie, la regardant avec une expression triste. Puis elle se tourna et s'éloigna lentement, glissant le billet dans les plis de sa jupe. Un spectacle d'une seule femme, pensa Valérie en démarrant le moteur. Une performance bien répétée. Sur le chemin du retour, elle fredonna avec la radio et passa mentalement en revue son plan pour la soirée, burger, salade, vérifier les devoirs de Chris bien qu'à son âge, il devrait être responsable de son propre travail scolaire. Greg avait promis d'être à la maison pour 20 heures. Il avait une réunion avec un nouveau sous-traitant. Son mari dirigeait une entreprise de logistique avec un partenaire. Les affaires allaient bien, ils avaient assez d'argent pour toutes les nécessités et même plus. Elle et Greg étaient mariés depuis 17 ans. Ils s'étaient rencontrés alors qu'ils étaient étudiants et s'étaient mariés jeunes, quand Valérie n'était qu'une jeune fille. Greg avait 3 ans de plus, sûr de lui et ambitieux. À l'époque, il commençait tout juste à bâtir son entreprise, et elle travaillait comme comptable dans une petite firme. Chris est né 1 an après le mariage,
et Valérie a pris un congé de maternité, se consacrant entièrement à la maternité. Puis elle est progressivement retournée au travail, changeant de poste plusieurs fois jusqu'à obtenir le poste de manager dans la chaîne de magasins. Ces dernières années, leur relation s'était installée dans une sorte de routine tranquille. Il n'y avait plus de passions ardentes comme dans leur jeunesse, mais il y avait l'habitude, le respect mutuel, une vie quotidienne partagée et leur fils. Valérie pensait que c'était à cela qu'un mariage d'adulte devait ressembler, pas de romance de contes de fées, mais de la fiabilité et de la stabilité. Ils ne se battaient pas, ils ne se disputaient pas, et ils géraient les choses de manière pratique. Peut-être que ce n'était pas l'amour brûlant des romans, mais c'était solide. En arrivant chez elle, elle se gara et attrapa les sacs. Leur appartement se trouvait au 5e étage d'un immeuble ordinaire de 9 étages, pas un condo de luxe, mais spacieux et confortable. C'était un 3 pièces avec une belle rénovation faite il y a 3 ans. Chris avait sa propre chambre où il pouvait se retirer et faire ce qu'il voulait dans les limites du raisonnable, bien sûr. Dans l'entrée de l'immeuble, Valérie s'arrêta soudainement. La phrase de la femme résonna dans sa tête, « Ne rentrez pas chez vous ce soir ». Elle secoua la tête, chassant cette pensée absurde. Quel non-sens était-ce? C'était sa maison, sa famille. Où d'autres iraient-elles? Et plus important encore, pourquoi écouter les délires d'une voyante de rue? Valérie s'était enorgueillie toute sa vie de sa rationalité, de sa capacité à ne pas se laisser influencer par les émotions et les superstitions, et elle n'allait pas changer ses principes maintenant. Mais quelque chose la fit ralentir le pas dans le hall. Une anxiété vague, inexplicable et irritante, comme si quelque chose en elle s'enroulait, l'avertissant d'un danger. « Arrête ça », se réprimanda Valérie. « Tu es une femme adulte qui agit comme une idiote superstitieuse. Cette femme est juste une bonne manipulatrice. Elle dit probablement la même chose à tout le monde. » Elle prit l'ascenseur, sortit ses clés, celles-là même que la femme avait ramassées, et ouvrit la porte. Le métal était frais contre ses doigts, et Valérie se souvint involontairement de la façon dont le visage de la femme avait changé quand elle avait touché le porte-clés. L'appartement était silencieux. Chris n'était pas encore rentré, ni Greg. Valérie entra dans l'entrée, alluma la lumière et se figea. Sur le porte-manteau où pendait habituellement sa veste et celle de son mari, il y avait une magnifique écharpe en soie, manifestement chère, avec un imprimé élégant dans les tons turquoise et or. L'écharpe était celle d'une femme. Cela ne faisait aucun doute. Un tissu léger, aérien, un ourlet délicat, un design chic, et elle n'appartenait certainement pas à Valérie. Elle posa lentement les sacs de course sur le sol. Son cœur commença à battre plus vite, mais elle se força à respirer régulièrement. Elle s'approcha pour l'examiner. La soie était lisse, de haute qualité. Elle portait encore le léger parfum d'une fragrance inconnue, quelque chose de sucré, floral, clairement pas son Chanel, un arôme jeune, léger, mais insistant. Valérie sortit son téléphone et prit plusieurs photos, l'écharpe en gros plan, l'écharpe avec l'entrée en arrière-plan, et l'heure sur l'écran de verrouillage, 19h23. Elle s'agenouilla même pour capturer une partie de la porte de son appartement dans le cadre. Une preuve claire et irréfutable. Ses doigts étaient étonnamment stables. Pas de tremblement, pas d'hystérie, juste une clarté froide dans sa tête et une compréhension aiguë. Quelque chose se passait, quelque chose qu'elle ignorait, et ce quelque chose avait laissé une trace en plein dans son entrée. Elle pourrait attraper cette écharpe maintenant, la jeter au visage de son mari quand il rentrerait, faire une scène et exiger une explication. Valérie pouvait parfaitement imaginer à quoi cela ressemblerait, des cris, des larmes, des accusations. Et Greg? Greg commencerait à se trouver des excuses, inventerait une histoire, ou dirait que c'était un cadeau pour elle ou sa sœur ou sa mère. Il trouverait une explication, effacerait ses traces et détruirait toutes les preuves pendant qu'elle argumenterait. Et elle avait besoin de la vérité, toute la vérité, sans mensonge ni demi-vérité. Elle mit le téléphone dans sa poche, ramassa les sacs et alla à la cuisine. Elle agit en pilote automatique, déballa les courses, les rangea et mit la bouilloire à chauffer. Elle s'assit à la table et regarda par la fenêtre. Il commençait à faire nuit dehors, les lumières s'allumaient dans les immeubles voisins. Voilà, c'était ça. 20 minutes plus tard, Chris revint, rouge, décoiffé et heureux. Il fit irruption dans l'appartement comme un petit ouragan. Il enleva ses baskets dans l'entrée sans même jeter un regard à l'écharpe fatidique. Un garçon de 14 ans prête rarement attention aux détails de l'intérieur ou aux vêtements de ses parents. Et, maman. Je meurs de faim. On s'est entraîné pendant 2 heures aujourd'hui.
J'ai marqué 3 buts. L'entraîneur a dit que si je continue comme ça, il me mettra dans l'équipe titulaire pour les régionales. Valérie sourit, serrant son fils dans ses bras. Il était en sueur et avait chaud, mais il était si heureux. Son garçon, sa joie. Elle était prête à tout traverser pour lui. C'est génial. Je suis tellement fier de toi. Va prendre une douche, change-toi, et nous dînerons. Papa sera bientôt là. Qu'est-ce qui t'arrive? Chris la regarda avec ses yeux brillants, si semblables aux siens. Tu as l'air fatigué. Juste un mal de tête. Ce n'est rien de grave. Ça va passer. Le garçon hocha la tête et courut à la salle de bain. Valérie commença à faire cuire les burgers, à couper les légumes et à dresser la table, tout cela mécaniquement en pilote automatique pendant que les pensées tourbillonnaient dans sa tête. Une écharpe, l'écharpe d'une femme étrangère dans son entrée. Comment est-elle arrivée là? Greg était-il venu pendant la journée, ou la nuit dernière alors qu'elle était au travail et Chris chez un ami? Greg revint exactement à 20h, comme il l'avait promis. Il entra et embrassa Valérie sur la joue, un geste habituel, répété jour après jour. Et, comment s'est passée ta journée? Normalement. Le dîner est prêt. Comment s'est passée la réunion? Productive. Nous nous sommes mis d'accord sur un nouvel itinéraire. Nous allons expédier des matériaux de construction dans l'État voisin. Bon argent, dit-il avec aisance, sans aucune tension. Il déboutonna sa veste de costume et la suspendit dans l'entrée juste à côté de cette écharpe. Il n'a même pas regardé dans cette direction. Quelle inconscience. Tous les trois s'assirent à la table. Chris bavardait sur l'entraînement de foot, sur la façon dont son équipe se préparait pour les compétitions régionales, et sur le nouveau gardien qui venait d'une autre école. Greg écoutait, hochait la tête, posait des questions et plaisantait. Tout était comme d'habitude, une famille normale, une soirée normale, des conversations normales. Valérie mangeait en silence, insérant occasionnellement de brèves réponses. Elle observait son mari, 38 ans, carrure athlétique, qui l'entretenait avec des séances de sport 3 fois par semaine, cheveux foncés avec les premiers gris sur les tempes, un sourire confiant, une voix stable. Rien d'inhabituel. Pas de signe de culpabilité ou de nervosité, pas de nouveaux parfums sur ses vêtements, pas d'appels étranges, pas de précipitation. Après le dîner, Chris alla dans sa chambre pour faire ses devoirs. Greg s'installa dans le salon avec son ordinateur portable, examinant des documents et écrivant des courriels. Valérie débarrassa la table, chargea le lave-vaisselle, essuya le comptoir et se lava les mains. « Greg, je vais dormir dans le salon ce soir, dit-elle calmement en passant près du canapé. Il leva les yeux de l'écran, un éclair de surprise sur le visage, mais rien de plus. Il s'est passé quelque chose? Ma tête me tue. Je ne veux pas te réveiller pendant la nuit si je me lève pour prendre des cachets, et je vais juste me retourner sans cesse. Je me connais. Peut-être que tu devrais prendre quelque chose maintenant. Il y a des analgésiques et des relaxants musculaires dans l'armoire à pharmacie. Je l'ai déjà fait. J'ai juste besoin d'être allongé au calme. Ça devrait passer. J'ai besoin d'un peu de paix. D'accord, soigne-toi bien. Si tu as besoin de quoi que ce soit, réveille-moi. Je t'apporterai de l'eau ou ce dont tu as besoin. Il retourna à son ordinateur portable. Valérie alla dans le salon, ferma la porte et s'allongea sur le canapé sans se changer, en enlevant simplement ses pantoufles. Elle sortit son téléphone, regarda les photos de l'écharpe et zooma sur l'image. Elle examina le motif, c'était un article de luxe, clairement pas d'un magasin de grande distribution. Demain matin, elle irait au bureau de Greg. Elle verrait ce qui se passait. La femme avait dit, passez au bureau de votre mari. Et aussi fou que cela puisse paraître, Valérie sentait qu'elle devait vérifier. Elle devait le voir de ses propres yeux. Elle ne put s'endormir que tard dans la nuit. Elle resta allongée dans le noir, écoutant le silence de l'appartement, essayant de comprendre quand tout avait dérapé. Y avait-il des signes qu'elle avait manqués? Des nuits tardives au travail, de la froideur, des appels étranges, des sautes d'humeur soudaines? Rien. Ou elle n'avait tout simplement pas prêté attention, immergée dans sa routine, travail, fils, maison, encore le travail. Peut-être avait-elle arrêté de regarder son mari comme un homme, le transformant en une partie de l'habitude quotidienne, comme un meuble ou du papier peint. Avant l'aube, Valérie finit par sombrer dans un sommeil agité rempli d'images confuses et de rêves anxieux. Et quand elle se réveilla à 6 heures du matin au son de son alarme,
Sa décision était pleinement formée. Aujourd'hui, elle apprendrait la vérité par tous les moyens nécessaires, même si cette vérité détruisait tout ce qu'elle considérait comme fiable et stable. Sa tête était lourde après la nuit blanche, mais ses pensées étaient étonnamment claires. Elle se débarbouilla et enfila un jean noir et un pull marron, elle voulait être discrète. Elle but un thé et mangea un sandwich à la dinde et au fromage. Elle se maquilla un peu pour ne pas avoir l'air épuisé. Le miroir reflétait le visage calme d'une femme qui savait exactement quoi faire. L'appartement était encore calme. Valérie écrivit à son mari un court message, « Je suis parti tôt. Inventaire. Réveille Chris et assure-toi qu'il aille à l'école. Je serai de retour ce soir. » Elle l'envoya, attrapa son sac et ses clés, mit sa veste et quitta doucement l'appartement. Le matin de septembre l'accueillit avec fraîcheur. La ville s'éveillait à peine, peu de piétons, des bus avec des passagers ensommeillés, des balayeurs de rue dégageant les feuilles des trottoirs. Valérie monta dans sa voiture et traversa la ville jusqu'au centre d'affaires où se trouvait le bureau de l'entreprise de logistique de Greg et de son partenaire Nicolas Fischer. En chemin, elle s'arrêta à une machine à café et prit un grand cappuccino. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle portait la tasse à ses lèvres. Les nerfs, mais elle s'en sortirait. Elle le devait. À 8 heures, elle arriva à son propre travail et demanda à son patron une journée de congé personnel pour circonstances familiales. Elle remplit la demande, quitta le bâtiment et retourna vers le bureau de son mari. Le bureau était dans un bâtiment de 4 étages à la limite du quartier des affaires. Valérie connaissait cet endroit, elle y était venue quelquefois pour voir son mari quand elle devait récupérer des documents ou apporter des papiers oubliés. Il y avait un assez grand parking à proximité. C'est exactement là qu'elle s'installa, prenant une place à l'avance avec une bonne vue sur l'entrée. Il était 8h30. Greg arrivait habituellement au travail à 9h, parfois un peu plus tôt. Valérie finit son café et observa le flux de voitures. Son cœur battait régulièrement mais vite. Elle alluma la radio à bas volume pour avoir un bruit de fond afin de ne pas devenir folle dans le silence. Les voitures remplissaient progressivement le parking. Des véhicules s'étaient déjà garés de chaque côté d'elle. Les propriétaires sortaient et vaquaient à leurs occupations. L'attente ne fut pas longue. À 8h45, une Toyota Camry grise familière, la voiture de Greg, entra dans le parking. Valérie se tendit, observant attentivement. Son mari ne la remarqua pas au milieu de la mer de voitures. Il se gara à sa place habituelle, non loin de l'entrée. Il éteignit le moteur mais ne sortit pas. Valérie fronça les sourcils. Une minute passa, puis une autre. Greg était assis derrière le volant, penché vers le siège passager. Valérie sortit son téléphone, activa la caméra et zooma. Ce qu'elle vit la frappa plus fort qu'une gifle. Il y avait 2 personnes dans la voiture, Greg et une jeune femme, manifestement beaucoup plus jeune que Valérie elle-même. De longs cheveux sombres, un visage délicat. Ils étaient assis proches, très proches, et ils s'embrassaient. Pas un petit baiser poli sur la joue, un vrai baiser long et passionné entre 2 personnes qui se moquaient d'être vues. Valérie appuya sur enregistrer. Ses doigts ne tremblaient plus, ils étaient devenus de pierre. Elle enregistra tout, comment Greg enlaçait la fille par les épaules, comment elle passait sa main dans ses cheveux, comment ils riaient, leurs fronts se touchant. La caméra captura clairement la plaque d'immatriculation de la voiture, l'heure sur l'écran et le parking environnant. Puis la fille se redressa, arrangea ses cheveux et dit quelque chose. Greg hocha la tête et passa tendrement, presque avec révérence, sa main sur sa joue. Ils s'embrassèrent une dernière fois rapidement, et la fille sortit de la voiture. Valérie continua d'enregistrer. La fille était habillée avec style, une jupe courte, un pull ajusté, un manteau en cachemire beige, des bottes hautes. Elle avait une silhouette svelte, une démarche assurée et un visage jeune, presque de jeune fille avec un teint frais, 20 ans, peut-être 22 au plus. Greg sortit aussi et verrouilla la voiture. Ils restèrent l'un à côté de l'autre quelques secondes de plus, et Valérie réussit à prendre une douzaine de photos nettes sous différents angles. Puis la fille fit un signe de la main et se dirigea vers la sortie du parking, où un taxi l'attendait déjà. Valérie enregistra le numéro de la voiture, la marque, et réussit même à distinguer le profil du chauffeur. Greg suivit la fille des yeux en souriant. Puis il sortit son téléphone, tapa quelque chose, clairement un message, et marcha vers l'entrée du bureau d'un pas normal et avec un visage calme, comme si de rien n'était. Valérie baissa son téléphone. Un froid envahit tout son corps. Elle avait vu l'infidélité de ses propres yeux, mais pour une raison quelconque,
elle ne ressentait pas de douleur. Pas encore. C'était autre chose, de la fureur. Une fureur froide et rationnelle d'une personne qui a été trahie. Elle démarra la voiture et suivit prudemment le taxi, en gardant ses distances. Le chauffeur emmena la fille au centre-ville dans l'un des complexes résidentiels modernes. Valérie mémorisa l'adresse et prit des photos de l'immeuble. La fille sortit, paya et disparut dans l'entrée. Maintenant, elle devait découvrir qui elle était. Valérie ne rentra chez elle que vers midi. Greg lui avait envoyé quelques messages, Chris est parti à l'école à l'heure. Comment se passe l'inventaire? Elle répondit brièvement, ça traîne. Je serai de retour ce soir. Elle s'assit à l'ordinateur, ouvrit les photos qu'elle avait prises ce matin et zooma sur le visage de la fille jeune, belle, avec des traits réguliers. Qui était-elle? Une collègue, une cliente, une amante occasionnelle? Valérie ouvrit les réseaux sociaux et commença la recherche. D'abord, elle alla sur la page de Greg. Elle était peu fournie, principalement des publications professionnelles et des partages de nouvelles de l'entreprise. Il avait environ 200 amis listés, mais la plupart étaient des collègues et des partenaires. Elle passa méthodiquement en revue la liste, regardant attentivement les avatars, et soudain elle trouva le visage familier, la fille du parking, Angela Fischer. Valérie cliqua sur le profil. La page était publique, la fille ne s'était manifestement pas souciée des paramètres de confidentialité. À propos de moi, 20 ans, étudiante en 3e année d'école de commerce, aime la photographie et les voyages. Les dernières publications, des selfies dans des cafés, des photos avec des amis, des citations sur l'amour. Et plus important encore, sous la section famille, Nicolas Fischer était répertorié comme son père. Valérie soupira lourdement. La fille du partenaire. Greg sortait avec la fille de son partenaire commercial, une gamine de 20 ans qui pourrait être sa propre fille. C'était une catastrophe. Pas seulement une infidélité, cela détruisait l'entreprise, le partenariat et tous les liens. Valérie continua d'étudier la page d'Angela. La fille publiait des photos fréquemment, mais Greg n'était nulle part visible. Pas un indice de la relation, tout était caché, clandestin. Cependant, des commentaires d'amis apparaissaient, quand vas-tu nous le présenter? Il est tellement génial. Vous formez un si beau couple. Angela répondait avec des émojis et des phrases vagues. Valérie ouvrit la page de Nicolas Fischer. Un homme de 45 ans, divorcé. Sur les photos, il avait l'air distingué, grisonnant avec un visage volontaire. Des publications sur les affaires, de rares photos de famille avec sa fille. La dernière photo commune datait d'où, Nicolas avec Angela dans un restaurant. La légende, avec ma fille bien-aimée, ma raison de vivre. Donc, le père ne savait pas pour la romance. Sinon, Greg aurait déjà perdu son entreprise et ses dents. Valérie ferma l'ordinateur portable et fit les 100 pas dans l'appartement. Ses pensées s'assemblaient en une image claire. Greg voyait Angela en secret. La fille était jeune, amoureuse, croyait probablement chacun de ses mots. Et lui? Il était marié, avait un fils adolescent, une famille. Que lui disait-il? Qu'il allait divorcer? Que sa femme ne le comprenait pas? Un classique du genre. Et l'écharpe, cette écharpe en soie dans l'entrée devait appartenir à Angela. Elle avait été dans leur appartement quand personne n'était à la maison. Valérie sentit la colère monter en elle, se propageant dans ses veines comme une vague chaude. Il avait amené sa maîtresse dans leur foyer, dans la maison où vivait leur fils, où leurs souvenirs étaient gardés, repas partagés, photographies, objets personnels. Elle devait agir. Mais comment? Faire une scène était inutile. Greg nierait, mentirait et l'accuserait d'être méfiante, et les preuves pourraient être expliquées, je raccompagnais simplement la fille du partenaire. Elle me l'a demandé. Aller voir Angela était aussi insensé. La jeune fille était amoureuse. Elle défendrait Greg et croirait sa version. Il restait une option la plus difficile et la plus juste. Valérie sortit son téléphone et trouva le contact de Nicolas Fischer. Elle avait son numéro, ils avaient échangé leurs coordonnées une fois lors d'un événement d'entreprise, et Nicolas avait dit, si quelque chose d'urgent survient, vous pouvez toujours m'appeler. Elle écrivit un message, Nicolas, bon après-midi. C'est Valérie, la femme de Greg. J'ai besoin de vous rencontrer en personne pour une question importante concernant Greg et votre famille. C'est urgent. Quand pourriez-vous me consacrer une demi-heure? Elle appuya sur envoyer et attendit,
retenant son souffle. La réponse arrive à 5 minutes plus tard. Valérie, bonjour. S'est-il passé quelque chose de grave? Je peux vous rencontrer aujourd'hui à 18 h au Café Central. Le connaissez-vous, ou suggérez-vous un autre endroit? Valérie tapa rapidement en retour. Le café me convient. J'y serai à 18 h. Merci. Maintenant, elle devait se préparer. Elle transféra toutes les photos et vidéos de son téléphone vers son ordinateur portable. Elle fit des copies de sauvegarde sur une clé USB et dans le cloud. Elle imprima les clichés les plus nets, Greg avec Angela dans la voiture, leur baiser, la fille sortant de la voiture. Elle mit tout dans un dossier. Puis elle sortit les photos de l'écharpe qu'elle avait prises hier. Elle les imprima aussi. Elle prit l'écharpe elle-même et la mit dans son sac à main. À 18 h, Valérie était prête. Elle s'était changée pour un costume d'affaires, elle voulait avoir l'air sérieuse et professionnelle. Elle attacha ses cheveux en queue de cheval, porta un minimum de bijoux, prit le dossier avec les documents et se rendit au rendez-vous. Le café était petit et chaleureux, avec un éclairage tamisé et une musique douce, l'endroit parfait pour une conversation confidentielle. Valérie arriva 10 minutes en avance, commanda un expresso et s'assit à une table dans le coin. Nicolas apparut exactement à 18 h. Un homme grand, bien bâti, dans un costume coûteux. Le gris à ses tempes lui donnait un air de solidité. Il avait un visage calme mais un regard vif, le regard d'une personne habituée à remarquer les détails. Valérie lui serra-t-il la main. Désolé de vous avoir fait attendre. Le trafic. Vous êtes à l'heure. Je viens d'arriver. Merci d'avoir pris le temps. Nicolas s'assit en face d'elle et commanda un americano. Quand le serveur partit, il regarda Valérie avec attente. Je vous écoute. Votre message m'a inquiété. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Greg? Valérie ouvrit silencieusement le dossier et plaça une photographie sur la table, Greg et Angela dans la voiture, s'embrassant. Nicolas se figea. Il ramassa la photo et l'approcha de ses yeux. Son visage ne changea pas, mais Valérie remarqua comment les muscles de sa mâchoire se tendaient et comment ses yeux se plissaient. Où était-ce? Ce matin. Le parking de votre bureau. 8 h 45. Elle disposa les autres photographies, Angela sortant de la voiture, Greg la regardant partir, la fille montant dans un taxi. J'ai une vidéo, ajouta doucement Valérie. Si vous voulez, je peux vous la montrer. Nicolas restait silencieux. Il regardait les photos, et Valérie pouvait voir la fureur brûler dans ses yeux contrôlés, contenus, mais non moins terrifiante pour autant. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Demanda-t-il enfin. Je ne sais pas avec certitude. Hier, j'ai trouvé ceci dans notre entrée. Elle plaça l'écharpe sur la table. Une écharpe de femme, pas la mienne. Ce matin, j'ai décidé de vérifier. Je suis allé au bureau et j'ai vu. Nicolas hocha la tête, mettant l'écharpe dans sa poche. C'est l'écharpe de ma fille. Je la lui ai achetée moi-même. Nicolas fronça les sourcils. Ma fille sait-elle que Greg est marié? Je ne suis pas sûr, mais je soupçonne qu'il lui a servi une histoire de divorce imminent. Est-ce que vous et Greg avez des problèmes dans votre famille? Non. Valérie secoua la tête. Ou plutôt, je le pensais jusqu'à hier. Nous menons une vie normale. Nous avons un fils de 14 ans. Greg rentre à la maison, dîne avec nous, demande comment s'est passée la journée de notre fils, dort avec moi. Il se comporte comme un mari et un père aimant. Aucun signe qu'il prévoit de divorcer. Nicolas passa une main sur son visage. Il expira. Valérie, je ne savais pas. Si j'avais su, j'aurais arrêté cela il y a longtemps. Je comprends. C'est pourquoi je suis venu vers vous, pas vers votre fille. Angela est amoureuse. Elle défendra Greg. Elle le croira. Et c'est un maître du mensonge. Je le comprends maintenant. Que attendez-vous de moi? Valérie le regarda droit dans les yeux. Je veux que vous parliez à votre fille. Montrez-lui la vérité. Protégez-la de ses manipulations. Elle est jeune, elle a toute la vie devant elle. Elle n'a pas besoin de perdre son temps avec un menteur marié. Et vous? Je vais demander le divorce. Mais j'ai besoin de preuves pour le tribunal pour le partage des biens. Et j'ai besoin qu'Angela arrête de voir Greg. Sinon, il continuera à nous mentir à toutes les deux.
Nicolas hocha lentement la tête. Je parlerai à ma fille ce soir, et je lui montrerai ses photographies. Y a-t-il autre chose? Valérie sortit son téléphone. J'ai une vidéo de notre dîner de famille il y a une semaine dans un café. Greg porte un toast. Il dit à quel point il est heureux, combien il nous aime, moi et notre fils, à quel point il est reconnaissant envers le destin pour une telle famille. Vous pouvez la montrer à votre fille. Qu'elle voit qu'aucun divorce n'est prévu. Nicolas prit le téléphone et regarda la vidéo. Son visage s'assombrissait de plus en plus. Le salaud, dit-il doucement. Il a utilisé ma fille. Il vous a trompé toutes les deux. Il a mis notre entreprise en péril. L'entreprise, s'il avait découvert cela plus tard, quand ils étaient tous prêts, il s'interrompit. Il aurait pu penser que Greg avait délibérément séduit Angela à ses propres fins. La confiance aurait été détruite pour toujours. Valérie hocha la tête. Elle n'avait pas pensé à cet aspect, mais Nicolas avait raison. Une liaison avec la fille du partenaire n'était pas seulement une infidélité, c'était un coup porté à leur relation professionnelle, à leur réputation, à tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Que ferez-vous? Demanda-t-elle. Je parlerai à Angela. Je lui montrerai les faits. Puis il se tut, regardant par la fenêtre. Ensuite, je reconsidérerai mon partenariat avec Greg. Je ne peux pas travailler avec une personne en qui je n'ai plus confiance. Valérie finit son expresso froid. Elle se sentait vide, mais en même temps, forte. Elle avait fait le premier pas. Maintenant, elle devait continuer. Nicolas, merci de m'avoir écouté et de m'avoir cru. Les faits sont têtus. Il se leva et lui tendit la main. Restez forte, Valérie. Si vous avez besoin d'aide, venez me voir. Vous avez bien fait de venir me voir. Ils quittèrent le café ensemble. La nuit était déjà tombée, les réverbères étaient allumés. Valérie monta dans sa voiture et resta assise là un moment, fixant l'obscurité. Tout avait changé. En 24 heures, sa vie avait été bouleversée. Et ce n'était que le début. Valérie rentra chez elle tard ce soir-là. Greg était assis dans le salon devant la télé. Chris était dans sa chambre en train de faire ses devoirs. Tout était comme d'habitude. L'image familière de la vie de famille, qui cachait désormais un mensonge. Comment s'est passé l'inventaire? A demandé Greg sans quitter l'écran des yeux. Épuisant. Nous continuerons demain, a menti Valérie avec aisance. Il s'est avéré que mentir n'était pas difficile, il suffit de s'entraîner. Elle a pris une douche, s'est glissée dans le lit à côté de son mari et a fermé les yeux. Il lui a souhaité bonne nuit, l'a embrassé sur l'épaule et s'est détourné. 10 minutes plus tard, il dormait. Valérie restait allongée dans le noir, écoutant sa respiration régulière, et pensait à quel point il savait bien faire semblant. Le matin, elle a été réveillée par la vibration de son téléphone. Un message de Nicolas, j'ai parlé avec ma fille hier soir. Elle est sous le choc. Elle a bloqué tout contact avec Greg. Merci pour l'avertissement. J'ai besoin de vous revoir. Pouvez-vous me rencontrer aujourd'hui à midi? Valérie a répondu, je peux à 13h. Au même café. D'accord. Greg est parti au travail. Chris est parti à l'école. Valérie est restée seule dans l'appartement vide. Elle s'est assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé. À 13h, Valérie était de nouveau assise au café. Nicolas est arrivé à l'heure, mais il avait l'air fatigué. Son visage était tendu. Comment s'est passée la conversation? A demandé Valérie. Nicolas a poussé un long soupir. Il a commandé un café. Difficile. Au début, Angela ne l'a pas cru. Elle a crié que je mentais, que j'avais truqué les photographies. Puis je lui ai rendu l'écharpe et lui ai montré la vidéo de votre dîner de famille où Greg porte le toast. Et là, elle a pleuré. Elle a avoué qu'il lui avait promis un divorce. Il lui a dit qu'il avait déposé les papiers il y a 2 mois, que vous ne viviez plus comme mari et femme depuis longtemps, que vous ne restiez ensemble que pour votre fils, et qu'après le divorce, il l'emmènerait avec lui. Valérie a serré sa tasse. Un schéma classique, douloureusement cliché. Il lui a menti dès le début, a continué Nicolas. Ils sortent ensemble depuis 4 mois. Ils se sont rencontrés lors d'un dîner d'affaires où j'avais emmené Angela. Greg a commencé à la courtiser, à lui offrir des fleurs, à l'emmener au restaurant. Elle est tombée amoureuse.
Il était attentionné, prévenant. Il disait les bons mots qu'il était en instance de divorce puis a commencé à la voir derrière votre dos. Exactement. Angela pensait que c'était temporaire en attendant le divorce, qu'il s'afficherait bientôt officiellement. Greg l'a convaincu de ne rien me dire, du genre, ton père ne comprendra pas tant que je ne serai pas officiellement divorcé au point. Valérie a secoué la tête. Avec quelle habileté il avait tout orchestré, tromper une jeune fille, tromper sa femme, manipuler son associé. Comment va Angela maintenant? Enfermée dans sa chambre, elle pleure. Elle a bloqué Greg partout sur son téléphone, les réseaux sociaux, les applications de messagerie. Il a déjà essayé de l'appeler, a écrit depuis des numéros différents. Elle ne répond pas. Est-ce qu'il sait que vous savez? Pas encore, mais il le saura bientôt. Nicolas a regardé Valérie sérieusement. J'ai pris une décision. Je dissous le partenariat avec Greg. Valérie s'est figée. Vous le dissolvez? Je ne peux pas travailler avec une personne qui a utilisé ma fille, qui m'a mis en danger, moi, notre entreprise, tout ce que nous avons construit en 10 ans. Comment allez-vous faire? Je vais proposer de diviser la société. Nous avons des parts égales, 50% chacun. Nous diviserons les actifs, le portefeuille client, les camions, les entrepôts. Chacun prendra sa moitié et dirigera son entreprise de manière indépendante. Valérie a hoché la tête lentement. C'était logique et juste. Quand lui direz-vous? Cette semaine. D'abord, je vais préparer les documents, consulter un avocat, puis je lui présenterai les faits. Un silence s'est installé. Le serveur a apporté le café et Nicolas a bu le liquide chaud. Valérie, avez-vous décidé de ce que vous allez faire? Je demande le divorce. Je vais voir un avocat aujourd'hui. Je vais exiger le partage des biens et que la résidence principale de Chris soit chez moi. Avez-vous besoin d'aide pour un avocat? Je peux vous recommander une bonne spécialiste. Merci. Ce serait utile. Nicolas a hoché la tête. Il a sorti une carte de visite. C'est mon avocate. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, allez la voir. C'est une excellente spécialiste en droit de la famille. Valérie a pris la carte. Elena Sanchez, avocate. Merci. Je vais peut-être faire appel à elle. Ils ont discuté encore un peu des détails et se sont séparés. Valérie est montée dans sa voiture et a composé le numéro de l'avocate. Elle a fixé un rendez-vous pour demain. Le soir, Greg est rentré nerveux. Il est allé directement dans la chambre et a fermé la porte. Il parlait au téléphone. Valérie l'entendait dicter des messages vocaux. Pourquoi ne réponds-tu pas? Que s'est-il passé? Appelle-moi, s'il te plaît. Au dîner, il était distrait. Il a à peine mangé. Chris lui racontait quelque chose sur l'école, mais son père n'écoutait manifestement pas. Ça va, a demandé Valérie innocemment. Oui, juste fatigué. Des problèmes avec un contrat. Un mensonge. Il était inquiet parce qu'Angela l'ignorait. Le lendemain, Valérie a passé la journée avec l'avocate, Elena Sanchez. La femme s'est révélée professionnelle, organisée et dotée d'un esprit vif. Elle a écouté toute l'histoire, puis a regardé les photographies et la vidéo. La base de preuve est bonne, a-t-elle dit. C'est suffisant pour un divorce. Maintenant, concernant les biens. Qu'est-ce qui a été acquis pendant le mariage? Valérie a énuméré un appartement, une maison au bord du lac, 2 voitures et des dépôts bancaires. Tout cela est un bien commun. C'est divisé en 2 par la loi, a expliqué Elena. Mais nous pouvons nous mettre d'accord à l'amiable. Si Greg est raisonnable, nous proposerons une option, il vous laisse l'appartement avoué à votre fils. Vous ne réclamez pas la maison du lac ni sa part de l'entreprise au-delà de ce à quoi vous avez droit. Sinon, nous diviserons tout par voie judiciaire. Et votre fils? Votre fils a 14 ans. Selon la loi, son avis est pris en compte. Avec qui veut-il vivre? Avec moi. Nous avons toujours été plus proches. Alors il n'y aura pas de problème. Préparez-vous à déposer la demande de dissolution du mariage. Je vais rédiger la plainte. Valérie a hoché la tête. Tout devenait réel. Terriblement réel. Le mercredi soir, Greg est rentré blême. Il a déposé sa mallette dans l'entrée, est allé à la cuisine et s'est versé un whisky. Il l'a bu d'un trait.
Nicolas veut dissoudre le partenariat, a-t-il dit d'une voix creuse. Valérie a levé les yeux. Pourquoi? Je ne sais pas. Il dit que nous avons des visions différentes pour l'entreprise, qu'il vaut mieux se séparer avant qu'il ne soit trop tard. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Tout allait bien. Valérie restait silencieuse. Elle continuait à couper des tomates. Il propose de tout diviser en deux. Les actifs, les clients, les camions. Je vais me retrouver avec rien. Une demi-entreprise n'est pas une entreprise. C'est repartir de zéro. Peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il est temps pour vous de travailler séparément. Greg l'a regardé bizarrement. Es-tu de son côté? Je ne suis du côté de personne. Je dis juste que parfois les partenariats font leur temps. Il s'est versé encore du whisky. Valérie voyait qu'il était au bord de la dépression. Angela n'avait pas répondu depuis 3 jours. Nicolas dissolvait le partenariat. Son monde s'écroulait et il ne comprenait pas pourquoi. Tu comprendras bientôt, a pensé Valérie. Le jeudi matin, quand Greg est parti au travail et Chris à l'école, Valérie a rassemblé tous les documents concernant leur propriété-titre, certificat de propriété et relevé bancaire. Elle a tout mis dans un dossier et l'a apporté à l'avocate. Je suis prête à déposer la demande, a-t-elle dit à Elena Sanchez. Êtes-vous sûr? Il n'y aura pas de retour en arrière. Absolument sûr. Elena a hoché la tête et a commencé à préparer les documents. Le soir, la demande de dissolution du mariage était prête. Valérie l'a signée et l'a remise à l'avocate. Maintenant, nous attendons. Dans quelques jours, Greg recevra une convocation du tribunal, a expliqué Elena. Soyez prête pour sa réaction. Valérie était prête. Elle avait vécu ces derniers jours dans un état de clarté absolue. Il n'y avait pas de peur, seulement de la détermination. Le vendredi soir, alors que toute la famille s'asseyait pour dîner, Valérie a enfin dit ce qu'elle préparait toute la semaine. Greg, nous devons parler sérieusement. Il a levé les yeux. Son regard montrait de la fatigue et de l'anxiété. De quoi? De nous? De notre mariage? Chris a regardé sa mère, puis son père. Il sentait la tension dans l'air. Peut-être que je devrais y aller, a-t-il demandé doucement. Va dans ta chambre, mon fils. Nous t'appellerons quand nous aurons fini. Le garçon a hoché la tête et a rapidement quitté la cuisine. Greg et Valérie sont restés seuls. J'ai demandé le divorce, a-t-elle dit calmement. Tu recevras une convocation du tribunal dans quelques jours. Je voulais que tu le saches à l'avance. Greg est devenu pâle. Il a repoussé son assiette. Quoi? Tu m'as bien entendu. Valérie? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pour quelle raison? Elle a sorti son téléphone et a ouvert une photographie, Greg avec Angela dans la voiture, le baiser. Elle a posé le téléphone sur la table devant lui. Greg s'est figé, le visage contracté. Peur, choc, panique. Ce n'est pas ce que tu penses. Ne te donne pas cette peine, l'a arrêté Valérie. Ne prends pas la peine de mentir. J'ai une vidéo. J'ai des témoins. J'ai la preuve que tu m'as trompé pendant 4 mois avec la fille de ton associé. Nicolas sait pour ça qu'il dissout le partenariat. Angela sait que tu lui as menti à propos du divorce. Et maintenant, tu sais. Greg s'est couvert le visage de ses mains. Je peux tout expliquer. Ne le fais pas. Je ne veux pas entendre tes excuses. J'ai demandé le divorce. Je veux l'appartement et que Chris reste avec moi. La maison du lac est à part de l'entreprise, tu peux les garder. Nous pouvons régler cela à l'amiable ou par le tribunal. À toi de choisir. Elle s'est levée de table, a pris son téléphone et a quitté la cuisine, laissant Greg seul avec son mensonge qu'il avait enfin rattrapé. Valérie est allée dans la chambre, s'est allongée sur le lit et, pour la première fois de la semaine, s'est autorisée à pleurer silencieusement dans l'oreiller pour que personne n'entende. 17 ans de mariage étaient terminés. Une nouvelle vie l'attendait. Les jours suivants se sont déroulés dans un silence pesant. Greg a essayé de parler à Valérie pour s'expliquer, mais elle le coupait chaque fois d'un bref, nous parlerons par l'intermédiaire de nos avocats. Il dormait sur le canapé du salon, elle dormait dans la chambre. Chris ressentait la tension. Il est devenu silencieux et parlait moins. Valérie savait qu'elle devait parler à son fils,
lui expliquer la situation, mais elle ne trouvait pas encore les mots. Le lundi, Greg a reçu la convocation officielle du tribunal. Il l'a lue au petit déjeuner, a blêmi et a quitté l'appartement en claquant la porte. Valérie l'a regardé partir et s'est versé du thé. Chris était assis en face d'elle, remuant ses flocons d'avoine avec une cuillère. « Maman, est-ce que vous allez divorcer ?» a-t-il demandé doucement. Valérie a hoché la tête. « Oui, mon fils, nous allons divorcer. » Pourquoi? Parce que papa a agi de manière malhonnête. Il nous a trompés. Il a trahi notre confiance. Chris s'est tu, traitant l'information. Il était assez âgé pour comprendre que ses parents ne se disputaient pas simplement, c'était sérieux. C'était pour toujours. Je resterai avec toi si tu veux. Oui, mais tu pourras voir papa quand tu voudras. Je ne l'interdirai pas. Malgré tout, il reste ton père. Le garçon a hoché la tête, essuyant avec la manche de sa chemise les larmes qui avaient surgi. Je veux rester avec toi. Tu étais toujours là. Tu m'aidais toujours pour les devoirs. Tu m'emmenais aux entraînements. Tu me parlais. Papa. Papa était occupé. Valérie a serré son fils dans ses bras. Elle lui a caressé la tête, sentant ses tremblements. 14 ans, et il était toujours son petit garçon qu'elle devait protéger de la douleur. Mais la douleur était déjà arrivée. Elle avait fait irruption dans leur vie, et tout ce qu'elle pouvait faire était de l'aider à traverser cela, être là, le soutenir et ne pas le laisser se renfermer sur lui-même. Nous allons surmonter cela, a-t-elle chuchoté. Ensemble, nous allons surmonter cela. Mercredi, Nicolas a appelé. Sa voix était fatiguée mais ferme. Valérie, j'ai eu une discussion finale avec Greg aujourd'hui sur le partage de l'entreprise. Il a accepté. Nous signons les documents vendredi. Comment a-t-il réagi? Il a essayé de se trouver des excuses. Il a dit qu'il aimait Angela, qu'il voulait être avec elle, mais que tout avait échappé à son contrôle. Que je ne comprenais pas les sentiments qu'il éprouvait. Je lui ai dit que ses excuses ne m'intéressaient pas. Qu'il avait utilisé ma fille à ses propres fins et mis notre entreprise commune en danger, que la confiance est totalement détruite. Comment va Angela? Nicolas a poussé un long soupir. Mal. Elle ne sort plus de la maison, mange à peine. Elle dit qu'elle se sent idiote, qu'elle s'est laissée tromper. Elle s'en veut d'avoir cru à de belles paroles. J'essaie de la soutenir, mais elle est fermée. Elle pleure la nuit. Je l'entends à travers le mur. Peut-être devrais-je lui parler. Je ne sais pas. Elle s'en veut. Elle pense avoir détruit la famille de quelqu'un d'autre, que vous et Greg divorcés à cause d'elle, que Chris souffre. La famille a été détruite par Greg, pas par elle. C'est un homme adulte. Il a 38 ans. Il savait ce qu'il faisait. Il savait qu'il était marié, qu'il avait un fils. Il nous a consciemment trompés toutes les deux. Elle est une victime tout comme moi, juste une jeune victime naïve qui voulait de l'amour. Je lui transmettrai vos paroles. Peut-être que cela l'aidera. Elle vous respecte parce que vous ne la blâmez pas directement. Ils se sont dit au revoir. Valérie a raccroché et a pensé, pauvre fille. 20 ans, tombée amoureuse d'un homme plus âgé et charismatique. Elle a cru à ses mensonges sur un divorce et une nouvelle vie ensemble. Maintenant, elle reste dans sa chambre à s'en vouloir pour quelque chose dont elle n'est pas coupable. Greg, c'est lui le coupable. Seulement lui. Le jeudi soir, alors que Valérie rentrait du travail, Greg l'attendait devant la porte. Il avait une mine affreuse, mal rasée, les yeux rouges, hagard. Une personne perdant le contrôle de sa vie. Valérie, s'il te plaît, donne-moi 5 minutes. Écoute-moi, c'est tout. Je ne demande pas pardon. Je veux juste expliquer. Valérie est passée devant lui sans dire un mot pour entrer dans l'appartement. Elle s'est assise sur le canapé. Son visage était calme, indéchiffrable. Parle. 5 minutes. Je te chronomètre. Greg s'est assis en face d'elle, la tête basse. Ses mains serraient nerveusement ses genoux. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Elle était si jeune, intéressante, pleine de vie. Je me sentais plus jeune à ses côtés. Elle m'admirait, buvait chacune de mes paroles, riait à mes blagues. Je me suis laissé emporter. Je n'avais rien prévu de sérieux. Honnêtement, je voulais juste me sentir à nouveau désiré, utile, intéressant.
Et tu as inventé cette histoire de divorce. Je pensais que je voulais vraiment divorcer. Que les choses entre nous étaient finies depuis longtemps. Nous vivions comme des voisins, Valérie. Plus de passion, plus d'intérêt mutuel. Tu étais occupé par le travail et Chris, j'étais occupé par l'entreprise. Nous avions cessé d'être mari et femme. Nous étions devenus de simples colocataires. Valérie a souri froidement. Et au lieu de m'en parler, de discuter de nos problèmes, de suggérer de changer quelque chose, tu es allé commencer une liaison avec une gamine qui pourrait être ta fille. Avec la fille de ton associé? Avec une personne qui te faisait confiance, non seulement pour ses affaires, mais pour sa famille. Malin. Très malin. J'ai fait une erreur. Je le comprends. Mais je t'aime, Valérie. J'aime Chris. Je ne veux pas perdre ma famille. Donne-moi une chance de tout réparer. Tu l'as déjà perdu au moment où tu as fait entrer ta maîtresse dans notre maison. Quand tu as laissé son écharpe dans notre entrée. Quand tu l'embrassais dans la voiture sur le parking, sans penser que quelqu'un pourrait voir. Quand tu nous mentais à toutes les deux, à moi et à elle. 17 ans de mariage. Tu as tout gâché pour une jeune étudiante. Greg a levé les yeux. Il avait les larmes aux yeux, mais Valérie restait de marbre. Donne-moi une chance de tout réparer. J'ai rompu avec Angela. Je ne la reverrai plus jamais. Je travaillerai sur notre relation. J'irai voir un thérapeute. Je ferai tout ce que tu diras. Valérie, s'il te plaît, ne détruis pas notre famille. Valérie s'est levée, est allée à la fenêtre et a regardé la ville le soir. Des lumières aux fenêtres, des voitures dans les rues, la vie ordinaire de millions de personnes. Tes 5 minutes sont écoulées. Va faire tes bagages. Je veux que tu sois parti d'ici demain. Tu peux vivre à la maison du lac. Tu peux louer un appartement. Je m'en fiche. L'appartement reste à moi et à Chris. C'est notre foyer. Tu n'habites plus ici. Valérie, va-t'en, Greg. Je n'ai plus rien à te dire. Tout ce que nous devons discuter, nous le ferons par l'intermédiaire de nos avocats. Officiellement, selon la loi, sans émotion. Il est resté assis là encore une minute, puis s'est levé lentement et est allé dans la chambre. Valérie l'entendait marcher dans la pièce, ouvrir les placards, mettre des affaires dans des sacs. 1 heure plus tard, il est ressorti avec 2 grands sacs et un sac à dos. Il s'est arrêté à la porte et a regardé Valérie. Je suis vraiment désolé, et je t'aime vraiment. Pardonne-moi. Elle n'a pas répondu. Elle est restée debout près de la fenêtre, regardant dans l'obscurité. La porte se referma doucement. Valérie se rapprocha de la vitre. Elle regarda en bas. Greg chargeait les sacs dans le coffre de sa voiture, puis s'installa derrière le volant. Il resta assis là quelques secondes comme s'il attendait qu'elle change d'avis, qu'elle sorte en courant pour l'arrêter, mais elle resta immobile. Il démarra le moteur et s'en alla. Les feux arrière rouges de sa voiture se dissolvèrent dans le flux de la circulation. C'était fini. Il n'habitait plus ici. 17 ans de mariage venaient de prendre fin. Le vendredi, Nicolas signa les documents pour la division de l'entreprise. Le soir, il appela Valérie. Sa voix semblait soulagée. C'est fait. Nous ne sommes plus associés. Greg a pris sa moitié des actifs, 3 camions sur 6, une partie des entrepôts à la périphérie de la ville, une liste de clients. Il recommence ses affaires à zéro. Il me reste la base principale, le bureau central, la plupart des contrats majeurs. De quoi avait-il l'air quand il a signé? Vaincu. Il comprend qu'il a tout perdu, famille, partenaires, stabilité, réputation. Mais c'était son choix, ses conséquences. Je ne me plains pas pour lui. Il ne m'a pas seulement trahi, il a trahi ma fille. Il a utilisé ses sentiments. Comment va votre fille? Un peu mieux. Elle est sortie de sa chambre, a recommencé à manger normalement. Elle s'est inscrite chez un psychologue, va à des séances 3 fois par semaine. Elle dit qu'elle veut traverser cela correctement sans se renfermer. Elle est de retour à l'université, elle n'a manqué qu'une semaine. Ses amis la soutiennent. Dites-lui que je ne lui en veux pas. Elle n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Le seul coupable, c'est Greg. Seulement lui. Je lui dirai. Merci, Valérie. Vous êtes une femme forte et sage.
Tout le monde ne pourrait pas évaluer tout cela de manière aussi objective. Ils se dirent au revoir. Valérie éteignit son téléphone et alla se coucher. Pour la première fois depuis longtemps, elle dormit paisiblement, sans anxiété, sans peur du lendemain. L'audience de divorce était prévue pour le début du mois de novembre. Greg ne la contesta pas. Il accepta toutes les conditions que Valérie proposa par l'intermédiaire de son avocate, Elena Sanchez. L'appartement resta à Valérie et Chris. Cela fut consigné dans l'accord à l'amiable. La maison du lac revint à Greg. Les dépôts bancaires furent divisés strictement par moitié. Chris resta vivre avec sa mère. Le père obtint le droit de le voir les week-ends et les jours fériés si le fils ne s'y opposait pas. Le processus fut rapide, sans scandale ni accusation mutuelle. Un mois plus tard, le mariage fut officiellement dissous. Valérie reçut le décret de divorce et le rangea dans un dossier avec des documents. C'était une sensation étrange de tenir entre ses mains un morceau de papier qui tirait un trait sur 17 ans de vie commune. Greg emménagea dans la maison du lac. Il commença à reconstruire son entreprise à nouveau. Il appelait Chris chaque soir, mais son fils répondait avec réticence, brièvement. La relation entre eux était endommagée, et la restaurer était très difficile. Le garçon se sentait trahi. Son père avait choisi une autre femme plutôt que sa famille. Cela faisait profondément mal. Valérie revint progressivement à la vie, au travail, à la maison et à son fils. Des rencontres avec des amis qui l'avaient soutenu pendant la période difficile l'invitèrent au cinéma, à des expositions, ou simplement à s'asseoir dans un café. Elle apprit à vivre seule, sans mari, sans la stabilité habituelle de la vie de famille. C'était effrayant au début, mais en même temps libérateur. Elle redevint elle-même Valérie, pas la femme de Greg, pas la moitié de quelqu'un, juste elle-même. En décembre, Nicolas s'appela. Il suggéra de se retrouver pour un café pour discuter. Valérie accepta sans hésitation. Ils s'assirent dans le même café où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. « Comment allez-vous » demanda Nicolas. Doucement. « Je m'habitue à une nouvelle vie, j'apprends à être seul. Ce n'est pas facile après tant d'années de mariage, mais ça avance. Et vous ? Les affaires vont bien. C'est même plus facile de travailler sans Greg. Moins de disputes, les décisions sont prises plus rapidement. Angela se rétablit. Elle voit régulièrement un psychologue. Elle a repris un emploi du temps complet à l'université. Elle a rencontré un jeune homme, un étudiant en dernière année. Cela semble bien se passer avec lui. Ils vont au cinéma, se promènent, parlent de livres et de musique. Je suis content pour elle. Elle mérite le bonheur. Un bonheur réel et honnête. Nicolas sourit chaleureusement. Vous savez, je voulais vous remercier d'être venu me voir à l'époque. Au début, vous avez protégé ma fille d'une douleur plus grande. Si cela avait duré plus longtemps, si Greg avait continué à lui mentir pendant des mois, les conséquences auraient été bien pires. Elle aurait pu perdre complètement confiance en l'humain. J'ai fait ce que je pensais être juste. Je ne pouvais pas rester silencieuse, sachant qu'il trompait une jeune fille, jouant avec ses sentiments. Vous êtes une femme sage et digne, Valérie. Greg a perdu un véritable trésor. Il ne le comprend pas encore, mais il le comprendra. Ou peut-être l'a-t-il déjà compris. Elle rougit face à l'inattendu de tels mots. Merci. C'est agréable d'entendre cela. Même s'il a compris quelque chose, il est trop tard. On ne peut pas ramener le passé. Ils discutèrent encore une heure de la vie et des projets d'avenir. Valérie se sentait à l'aise avec Nicolas. Il était fiable, calme, honnête, une personne en qui on pouvait avoir confiance. Avec lui, elle n'avait pas à faire semblant d'être forte. Elle pouvait simplement être elle-même. Alors qu'ils se disaient au revoir à la sortie du café, Nicolas dit, « Peut-être pourrions-nous sortir quelque part un de ces jours au théâtre ou à une exposition, juste en amis. » Sans engagement. Valérie sourit sincèrement. Pourquoi pas en amis ? Elle rentra chez elle avec une sensation de légèreté dans la poitrine. Quelque chose changeait lentement mais sûrement. La vie ne s'arrêtait pas avec le divorce. Elle continuait, juste sous un format différent. Et c'était bien ainsi. Plus que cela, c'était juste. Et dans le comté voisin, à la maison du lac à la périphérie de la ville, Greg était assis à une grande table en bois et regardait une photo de la famille qu'il avait perdue. La maison était froide malgré le chauffage allumé, froide et vide.
Il était seul, complètement seul. L'entreprise était petite, survivant à peine. La plupart des employés avaient préféré rester avec Nicolas. Il avait un caractère plus facile, des relations établies et une bonne réputation. Angela ne répondait pas à ses messages. Elle l'avait bloqué partout. Valérie avait divorcé et ne voulait même pas parler. Chris s'était éloigné, répondant à ses appels sèchement par monosyllabes. Greg versa du whisky de la bouteille posée sur la table. Il but lentement, sentant l'alcool se répandre chaleureusement dans son corps. Mais cette chaleur ne réchauffait pas son âme. Il avait tout perdu, famille, partenaire, stabilité, le respect des autres. Et le seul coupable était lui-même. Son choix, son mensonge, sa trahison envers ceux qui lui faisaient confiance. Maintenant, tout ce qu'il restait à faire était de travailler, de reconstruire sa vie et de vivre avec les conséquences de ses décisions. Greg finit son whisky et alla dans la chambre. Demain, il devait se lever à nouveau, aller à l'entrepôt et résoudre les problèmes de livraison et de clients. La vie continuait une vie vide, froide et solitaire. Il avait choisi ce chemin lui-même. Maintenant, il allait devoir le parcourir seul. Le temps passa. L'automne laissa place à l'hiver, l'hiver au printemps. Valérie s'installa progressivement dans sa nouvelle vie. Le travail occupait la majeure partie de la journée. Les soirées étaient passées avec Chris l'aider pour ses devoirs, regarder des films, parler de ses passe-temps. Son fils dégelait lentement après le stress du divorce. Il recommença à sourire, à plaisanter et à inviter des amis. Elle ne communiquait avec Greg que lorsque c'était nécessaire. En ce qui concernait Chris, son ex-mari essayait de restaurer sa relation avec son fils. Il venait les week-ends, mais le garçon gardait ses distances. Le pardon ne vient pas immédiatement, et parfois il ne vient pas du tout. Valérie rencontra Nicolas plusieurs fois. D'abord, ils allèrent au théâtre voir une pièce moderne, puis à une exposition d'art contemporain où ils débattirent sur la signification d'œuvres abstraites. Ensuite, ils marchèrent simplement dans la ville en soirée, parlant de tout et de rien. La communication était facile, naturelle, sans tension ni demi-vérité. Nicolas était divorcé depuis 5 ans, habitué à vivre seul. Sa fille était son principal soutien et sa joie. Il parlait beaucoup d'elle, comment elle s'en sortait avec ses études, comment elle s'était épanouie après cette histoire douloureuse avec Greg, combien elle était heureuse dans sa relation avec son nouveau petit ami. Angela a dit qu'elle voulait vous rencontrer, dit Nicolas un jour autour d'un café. Pour vous remercier personnellement. Elle comprend maintenant que vous l'avez sauvé de plus gros problèmes. Je n'ai aucune objection à une rencontre, répondit Valérie. Faites-lui savoir que je ne l'ai jamais blâmé. La rencontre eut lieu une semaine plus tard. Tous les trois s'assirent dans un petit café près du centre-ville. Angela paraissait très jeune avec un visage frais, sans maquillage, une robe légère et ses cheveux lâchés. Elle était nerveuse. Elle gardait les yeux baissés. Merci d'avoir accepté de me voir, commença doucement la jeune fille. Je voulais m'excuser d'avoir été si aveugle, si naïve, de ne pas avoir posé les bonnes questions, de vous avoir causé de la douleur. Tu ne m'as pas causé de douleur, dit Valérie gentiment. C'est Greg qui l'a fait. C'est un homme adulte. Il savait qu'il agissait mal. Tu as été une victime de ses manipulations, tout comme moi. Angela leva ses yeux rougis. Mais je sortais avec un homme marié. J'aurais dû me rendre compte que quelque chose n'allait pas, il mentait professionnellement. Tu as 20 ans. Tu croyais en l'amour. C'est normal. Ne te blâme pas, la jeune fille pleura doucement, et Valérie tendit sa main sur la table. Angela lui serra les doigts. Je suis avec quelqu'un d'autre maintenant. Il est honnête, ouvert. Ses parents me connaissent. Je connais ses amis. C'est tellement différent de ce que c'était avec Greg. Les vraies relations ne se construisent pas sur des secrets. Tu penses de la bonne manière. Valérie sourit. Prends soin de toi et de ton amour. Après cette rencontre, quelque chose changea entre Valérie et Nicolas. Ils commencèrent à se voir plus souvent. Il l'invitait à dîner, elle cuisinait pour lui chez elle. Chris était initialement méfiant à l'idée qu'une nouvelle personne apparaisse dans leur vie, mais Nicolas ne força rien. Il n'essaya pas de remplacer son père, il était simplement là. Il aida le garçon pour un projet de physique, l'emmena à un match de football et lui offrit un livre sur le cosmos, connaissant son intérêt pour l'astronomie. Au début de l'été,
Une relation sérieuse s'était formée entre Valérie et Nicolas. Ils ne le cachaient pas, mais ils ne l'ébruitaient pas non plus. Ils étaient juste ensemble deux adultes qui avaient connu la trahison et appris à valoriser l'honnêteté. En juin, Nicolas suggéra que Valérie et Chris emménagent avec lui. J'ai une grande maison, 4 chambres. Angela s'est installée avec son petit ami. Chris sera à l'aise, une chambre séparée, sa propre salle de bain. Nous pouvons vivre ensemble comme une famille. Pas de précipitation, pas de pression. Essayez simplement. Valérie consulta son fils. Que penses-tu de Nicolas? Demanda-t-elle un soir. Chris haussa les épaules. Il est bien. Il est cool. Il ne m'embête pas avec des conseils, mais il m'aide quand je demande. Il n'essaie pas de remplacer papa. Il est juste là. Et tu es mieux avec lui, maman. Tu souris plus. Il a suggéré que nous emménagions avec lui. Qu'en penses-tu? Le garçon réfléchit un moment. On peut essayer. Si ça ne nous plaît pas, on reviendra, non? Bien sûr. L'appartement nous appartiendra toujours de toute façon. En juillet, ils déménagèrent. La maison de Nicolas était située dans un quartier de banlieue calme avec un jardin et une terrasse. Chris eut une chambre spacieuse donnant sur le jardin et l'aménagea à son goût. Angela venait les week-ends, et une relation chaleureuse, presque de frère et sœur, se développa entre les jeunes gens. Valérie se sentait heureuse, vraiment heureuse, sans anxiété ni peur. Nicolas était attentif, attentionné et honnête. Ils discutaient de tout, des broutilles quotidiennes aux projets d'avenir. Pas de secrets, pas de mensonges. Et Greg continuait à lutter pour survivre. Son entreprise tenait à peine la route. Les clients partaient chez les concurrents, y compris chez Nicolas, dont l'entreprise prospérait. Les employés démissionnaient. Les salaires étaient retardés. Il n'y avait pas de perspective. Sur les 6 personnes du personnel, il en restait 3. Il vivait seul dans la maison du lac. Il allait rarement en ville. Ses tentatives pour restaurer sa relation avec Chris se heurtaient à la froideur polie du garçon. Le fils répondait à ses appels, mais les conversations étaient courtes et formelles. En août, Greg apprit par hasard que Valérie vivait avec Nicolas. Une connaissance commune l'évoqua en se croisant. « J'ai vu ton ex avec Fischer. Ils ont l'air si bien ensemble. » Greg sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Valérie, sa Valérie, avec Nicolas ?» Ce même Nicolas dont il avait trompé la fille. Il l'appela pour la première fois depuis des mois. « Est-ce vrai que tu es avec Nicolas? » « Oui, » répondit Valérie calmement. « Nous sommes ensemble, et cela ne te regarde pas, tu as fait ça exprès pour te venger de moi. » Greg, tu as une trop haute opinion de toi-même. Le monde ne tourne pas autour de toi. Je suis avec Nicolas parce que je suis heureuse avec lui. Parce que c'est une personne honnête et décente. Parce que j'ai confiance en lui. C'est tout. Et pour Chris? Tu l'as entraîné là-dedans. Chris est heureux. Il vit dans une grande maison. Il a une superbe chambre. Nicolas l'aide dans ses études. Il a une demi-sœur en Angela. Il va bien. Et il est temps que tu arrêtes de ne penser qu'à toi. Elle raccrocha. Greg resta assis dans le silence de la maison du lac, serrant le téléphone. La réalisation le frappa, vive et douloureuse. Il avait tout perdu, pas seulement sa famille, mais la chance de faire partie de leur vie. Valérie ne lui appartenait plus. Chris s'était distancé. Même son entreprise s'effondrait, et le seul coupable était lui-même. En septembre, ce que Greg redoutait le plus arriva. Il les vit complètement par hasard, en passant devant un café du centre-ville. À une table près de la fenêtre étaient assis Valérie, Chris et Nicolas. Ils riaient, parlaient avec animation. Chris montrait quelque chose sur l'écran de son téléphone. Nicolas se pencha pour regarder. Valérie souriait de ce sourire ouvert et heureux que Greg n'avait pas vu depuis des années. Une famille. Il ressemblait à une vraie famille. Greg arrêta la voiture, incapable de détourner le regard. Nicolas passa son bras autour des épaules de Valérie, l'embrassa sur la tempe. Elle s'appuya contre lui, souriant toujours. Chris dit quelque chose et tous les 3 éclatèrent de rire. Greg sentit une boule dans sa gorge. Cela aurait dû être lui. Il aurait dû être assis là avec sa femme et son fils.
C'était sa place, sa famille, mais il avait tout détruit lui-même. Il avait choisi un caprice momentané plutôt que des années d'amour. Il avait menti, trahi, perdu leur confiance. Nicolas dit quelque chose au serveur et hocha la tête. Valérie replaça ses cheveux, jeta un coup d'œil par la fenêtre et, pendant une seconde, leurs regards se croisèrent. Elle vit Greg dans la voiture en face d'elle. Son visage ne changea pas. Pas de surprise, pas de pitié, juste le regard calme d'une personne pour qui vous faites partie du passé. Greg tourna brusquement le volant et s'en alla. Son cœur battait la chamade. Ses yeux brûlaient à cause des larmes qui les remplissaient. Il ne faisait plus partie de leur vie. Il était effacé, remplacé, oublié. Chacun a eu ce qu'il méritait. Valérie a trouvé un homme honnête qui la valorisait. Chris a trouvé la stabilité et une nouvelle famille. Nicolas a trouvé une femme qui comprenait la valeur de la confiance. Angela a reçu une leçon qui l'a rendue plus forte et plus sage. Et Greg a trouvé la solitude. Une maison vide, une entreprise mourante, un lit froid. Il avait détruit son bonheur de ses propres mains. Et maintenant, il payait pour chaque mensonge, chaque baiser avec une autre femme, chaque promesse qu'il n'avait jamais eu l'intention de tenir. Il retourna à la maison du lac et s'assit près de la fenêtre. Le soir tombait. Greg se versa un whisky, le but d'un trait, puis un autre, et encore un autre. Mais l'alcool n'aidait pas. Il ne faisait pas taire la douleur. Il ne ramenait pas ce qui était perdu. Tout ce qu'il restait à faire était de travailler, se lever chaque matin, aller à l'entrepôt, essayer de maintenir à flot ce qui restait de l'entreprise, et continuer à vivre avec le poids de ses propres erreurs. Il n'avait plus de place dans leur vie.